Bonjour et bienvenue dans Carnet de guerre, consacré à la troisième partie Kintor. Je suis accompagné de Guillaume et Yanis, experts en cochonaille. Je vais vous laisser vous présenter. Guillaume, je t'en prie, Alors, commence. bonjour tout le monde. Moi, je fais partie du club du Pays de Gex. Pour ceux qui savent où ça se place, c'est en plein milieu de l'Ain, à la limite de Genève. Donc voilà, et puis on se balade un petit peu sur le Rhône-Alpes en général et le Jura. Joueur Quinter de la première heure, parce que tous les collègues avaient pris les autres starters au départ. Du coup, je me suis retrouvé avec les cochons et franchement, je les adore. Et comme j'aime jouer subtil, je joue Quinter. Voilà. Non, puis après, j'ai commencé quasiment au début de TGCM quand c'est arrivé dans notre région. Et on est toute une petite bande à jouer, donc on a l'habitude d'affronter des bandes un peu exotiques des fois. Yanis, à toi. Et ben, du coup, Yanis, alors moi je suis joueur de Saint-Etienne et de Lyon, sachant qu'on est un peu aussi en train d'essayer d'installer une petite communauté briscards sur Lyon pour se casser la gueule un peu plus souvent. J'ai connu TGCM et briscards du coup au tout début un peu comme Guillaume, parce que j'ai un peu grandi avec la gamme, c'est-à-dire que la gamme a commencé en 2012-2013 et j'étais en 5e, 6e et les figurines Kintor étaient un peu les premières que j'avais découvert quand j'avais encore pas compris qu'on pouvait acheter des figurines pas montées et pas peintes à 16 €. J'ai bien changé. Et du coup, les Kintor, c'est vraiment ma faction de prédilection parce que j'adorais les figurines et je les ai achetées d'abord pour peindre, parce que je suis un gros peintre, j'adore ça. Et du coup, de fil en aiguille, j'ai commencé à m'intéresser au style de jeu et il se trouve que la faction Kintor est ma faction préférée aussi au niveau jeu parce que, comme l'a dit Guillaume, les Kintor sont la subtilité incarnée et je prêche la bonne parole de TGCM et j'évangélise Kintor quand je peux. Voilà. Donc, vous aurez compris que c'est deux pros Kintor, contre moi qui préfère jouer Eldar Noir. Je veux dire autre chose. On va commencer par la liste. Olivier, pour ma défense, je joue aussi Eldar. Ah bah oui, mais tu joues Eldar, c'est cheaté. Bon bref, on reparlera de ça en dehors du Tactica. On a reçu... Enfin, j'ai pas reçu beaucoup de listes de la part des Kintor. Gwen a eu la gentillesse de m'en fournir 6 qu'on va regarder. Et puis, une fois n'est pas coutume, je propose qu'on regarde une des listes à 600 points. La liste qui a gagné le tournoi qui s'est déroulé à Lille dans un magasin dont j'ai malheureusement oublié le nom. Je suis désolé, pardon. C'est Obimax, non? Le magasin je sais plus si c'est celui-là. Je chercherai pendant qu'on discutera. Il y a des chances que ça soit ça. Ouais, c'est possible. Je vais regarder. Il me semblait que c'était à l'ouverture d'un autre magasin, mais peut-être je me trompe. Alors, il y a eu 2 semaines d'affilée des tournois, dont une ouverture. Ouais, voilà, ça doit être ça. Donc, du coup, la première liste appelée la non-Kintor par Gwen. Commodore, Graziella, le mousse avec une pique, le mousse avec une hache d'abordage et Visconde de Léon. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors on va commencer tout de suite avec le sujet fort, le Commodore. Bon Guillaume, je te laisse aborder le sujet. Moi, tu vas le défendre un peu. Très clairement, je l'aime bien le Commodore déjà. Après, c'est vrai qu'il est pas, c'est pas le Kintor le plus simple à jouer. Et il est par contre très très bon en campagne, même si on n'abordera pas la campagne. Si jamais vous en entamez une, je vous conseille le Commodore, ça vaut le détour. Parce qu'il a été, à mon avis, créé pour ça, à la base. Après, pour la liste non Kintor, c'est une liste, c'est pas tout à fait la même. Moi, j'en ai une que je joue assez souvent dans cette idée-là. Pareil avec le Commodore, le mousse, 2 mousses, dont un avec point américain et l'autre avec du sac, Graziella, et je mets Torquemada avec un peu de magie. Parce que De Léon, je l'adore, mais Torquemada en magie, ça donne une belle cible, tu vois, sur ce type de liste. Moi, j'aime bien. Ça détourne l'attention, et on voit pas arriver le Commodore avec les 2 mousses. En douce comme ça, dans le dos. Ah oui, non, mais c'est ça, parce que quand ils sont tous les 3 ensemble, chaque mousse a quand même plus 3 en bonus. Je veux dire, au corps à corps, il commence à piquer. Hein. C'est pas faux. Alors tu vois, par contre, moi ce que je reproche à ce genre de compo, c'est que du coup, tu es obligé de beaucoup jouer en synergie, ce qui est une bonne chose quand en face... Alors je pense que tu le joues très bien, le Commodore, Guillaume, donc à mon avis, tu vas arriver à gérer des petites menaces comme ça, mais si en face, tu as un truc qui fait des dégâts de zone, style tulipe,
style artillerie, style n'importe quoi, ou un mec qui arrive qui te fait des dégâts de collision, un colosse qui te les vire en faisant un piétinement ou quoi que ce soit, les mousses vont se retrouver un peu isolés, ou pareil, si le Commodore se fait tirer au début, les mousses vont perdre leur bonus de soutien. Je pense que c'est un poil risqué à faire. Je suis assez d'accord avec toi, c'est pas une liste qui est facile à affronter s'il y a de la canonnerie en face. Ça pardonne pas. Ou même un truc qui fait des dégâts de collision, tu vois, tu bourres un mousse sur le côté, et le Commodore se mange des dégâts de collision, l'autre mousse se mange des dégâts de collision, ça devient un fiasco total. Après, je pense que toi, tu le joues bien, mais moi, c'est pas un truc que je me risquerais à faire. Déjà parce que c'est une liste qui peut être très intéressante physiquement, déjà, elle est très belle. Je trouve que le thème est très beau, enfin, cette espèce de gentlemanry Kintor, enfin, gentlemanry. Gradier, excuse-moi, Kintor, sur la table, ça peut être très joli. Oui. Par contre, au niveau, ça me picote. Il y a pas de gros pilier pour moi là-dedans. Et moi, j'aime bien quand il y a un gros pilier, tu vois, style un Vasco, un Pablo Cortés, un Kiro. Je pense qu'il me manque un petit truc comme ça. À moins de leur mettre des potions, vu que Olivier t'aime bien ça. Oui, j'ai bien des potions. Je pense que, alors voilà, mon avis Guillaume, tu la jouerais très bien, mais pour un joueur débutant modéré, dur. Très dur. Je la conseillerais pas à un débutant, très clairement. Même un modéré, je pense. Moi, putain, tu me la mets entre les mains, c'est pas possible. Non, mais c'est une bande où Graziella, elle peut se faire one shot suivant qui est en face. Moi, ça m'est déjà arrivé contre des Orenok où t'as Boaja qui a traversé la table, qui a pris Graziella, qu'on a fait qu'une bouchée. Je veux dire, après, quand il t'en manque un, c'est pas évident. C'est vrai que moi, je le joue en mettant le Torquemada en grosse cible pour les obliger à approcher. Comme ça impose... en fait, tout le monde pense que c'est la cible principale. Dès qu'ils se rapprochent, ils sont à portée des sorts, déjà. Graziella, elle est là pour le protéger, et le Commodore et les mousses sont là pour achever ce qui reste. Très clairement. Alors, je suis d'accord avec toi, Olivier, 120 pièces d'or pour un Commodore qui vient achever. Putain, c'est chaud. J'ai jamais dit qu'il était simple à jouer, celle-là. Je comprends la mécanique qui fait que le Commodore, comme il compense pas mal de faiblesses que les Kintor ont, il est forcément plus cher. Mais ce que j'ai du mal en fait à envisager, c'est le fait de jouer un Commodore à 120 pièces d'or. Alors que si tu veux compenser ces faiblesses-là, tu peux prendre Emae et Torquemada ensemble, qui auront un moral et une dextérité suffisante pour réaliser la plupart des objectifs, qui t'apporteront plus de points de vie, plus de points d'action. Je suis assez d'accord. Ce serait plus dans l'idée de jouer... Alors moi, j'aime beaucoup les jeux fun dans le groupe de joueurs qu'on est. On n'est pas forcément poutre absolue. Même si au premier abord, ça peut paraître. Oui, c'est vrai que dans un scénario... Cette bande-là, elle se débrouille très bien. Oui. Elle sort du lot. Après, si c'est une poutre où il faut se taper sur la gueule, honnêtement, c'est pas ça que je prends. Non, ça, je pense qu'on est d'accord sur la question. Qu'est-ce que vous pensez du mousse avec pique et du mousse avec hache d'abordage ? Il y avait eu une petite discussion à savoir s'il fallait prendre un mousse corps à corps et un mousse distance, ou alors les deux qui sont bien là, ils coûtent vraiment pas cher et ils sont polyvalents avec la pique et la longe et la hache d'abordage qui permet de crocheter, sauf sur un échec critique je crois, ou je sais plus quelles sont les capacités de la hache. Oui, elle permet de crocheter facilement la hache. La pique te permet de contrôler parce que je crois qu'elle a allonge. Oui, elle a allonge. Ouais. C'est pas mal. Moi quand je joue les mousses et que j'ai envie d'en mettre qu'un seul, je me permets des fois de lui mettre 2 armes, carrément. Je lui colle une du sac, parce que j'aime bien le fait de pouvoir récupérer les PA en cas de réussite critique, et je lui mets un pistolet à silex, souvent. Ok. Et c'est vrai qu'un mousse, qu'un pistolet silex du sac, il est pas tout à fait au prix d'un mercenaire, d'un journalier 1, mais il a l'avantage, s'il a le Commodore, d'avoir le bonus. Contrairement au journalier, et il n'a pas les mêmes types de moraux, pas de morale. Ouais. Si il y a le Commodore. Et c'est ça que moi quand j'ai commencé la campagne, c'est ce que j'avais. J'avais un Commodore, un mousse équipé du sac, pistolet, silex, et j'avais pris un Vasco pour faire subtil. Voilà. Non, mais Vasco, ça veut bien que je trouve quelque chose pour ouvrir les boîtes de conserve en face. C'est plutôt c'est des compos à 300 pièces d'or, ça qui marche bien,
qui sont assez, qui ont tendance à faire assez mal à l'adversaire sans qu'il paye de mine. Voilà. Eh ben, même à 300 pièces d'or, les Kintors, c'est cheaté. Bon, c'est bon, merci, au revoir, on a fini. Allez, Non, je suis pas d'accord. C'est pas cheaté parce que tu peux t'en prendre à la gueule. En fait, ça dépend énormément de ton scénar. Oui, je pense que de base, beaucoup de choses dépendent du scénario. Mais... De toute façon. Mais c'est vrai que le Commodore a l'avantage de pouvoir facilement gérer des tests. Parce qu'il a une bonne dex, un bon mental, une constitution qui est correcte. Et quand même, 4 de constit, c'est la branche basse des Kintors. Hein. Pour un Commodore, ça craint grave. Oui, mais si tu prends pour faire la plupart des tests que tu as à faire en scénario, pour crocheter un coffre, pour tout ça, il est super efficace aussi. Et après, moi, ce que j'aime bien, c'est faire des compos. Dans la plupart des jeux où je peux faire une compo à thème, j'aime bien. Donc c'est vrai que c'est plus un style de jeu après. Oui. Effectivement. Voilà. Après, du coup, pour en revenir au mousse avec la pique, moi je trouve que, en fait, pour moi, le défaut des Kintors, c'est pas leur manque de distance, parce que de la distance ils en ont, surtout qu'en plus les puces est sorti en avril dernier. Il est tout beau avec son socle pack, donc on peut carrément acheter les puces pour combler le manque de distance. Je pense que ce qui manque aux Kintors, c'est le contrôle du terrain, parce que souvent ils sont un petit peu en sous-nombre, voire à nombre égal. Il y a que Valdez qui a la longe chez eux, et il n'y a pas de Kintor très rapide, style Dodger ou Bogdan avec 6 de move. Je déteste Bogdan, bref. C'est ma bête noire. Et du coup, mettre une pique au mousse, ça va permettre de gérer un petit peu plus le terrain. Et du coup, je pense que c'est pas du tout idiot de lui mettre ce genre d'arme, parce que du coup, je pense que voilà, la faiblesse des Kintors, c'est le contrôle du terrain et pouvoir gérer un peu tout ce qui bouge sur le plateau. Le contrôle du terrain, je pense qu'on va en revenir un tout petit peu plus tard quand on va parler de score but. Mais on pourrait aussi, et ça va faire plaisir à Guillaume, parler de cette merveilleuse carte Invasion que tu voulais Alors moi, aborder. Celle-là, on n'en parlera jamais assez. La carte Invasion. On en parle plus quand on parle de Frankenstein et d'Igoré, si tu veux bien. Ouais, parce que c'est vraiment un plus pour eux. Alors, on a fait la liste non-Kintor, je pense que vous avez compris. On va passer à une liste que je trouve rigolote, mais je suis pas sûr que sur une table de jeu, elle soit très, très compétitive. La liste milice pure, c'est-à-dire Kyros, un arbalétrier de la milice et le reste en milicien à épée. Ceux de la milice pure, ça tape fort, mais je sais pas si c'est vraiment rentable. Moi, c'est une liste, quand j'ai 500 pièces d'or à dépenser, c'est ce que je mets. Très clairement, une liste à 500 pièces d'or, Kyros, 2 miliciens à l'épée, 2 arbalétriers, et cartouche avec son El Diablo. Oh putain, cartouche. Du coup, là, pour cette liste-là, Yanis, t'es content, parce qu'il y a un pilier central, il y a Kyros. Parce qu'à partir du moment où il n'y a plus Kyros, il n'y a plus rien, là. Ah oui, alors complètement. Mais Kyros, c'est un briscard que j'aime beaucoup par le profil, mais il est toujours en compétition directe avec Valdez, parce que Valdez, je préfère la figurine, et j'hésite constamment entre les deux, c'est l'horreur. Mais Kyros, là, est beaucoup plus approprié, et ne serait-ce que pour le bonus qu'il apporte aux miliciens, forcément. Et puis, du coup, Valdez n'est pas le chef de la milice, Valdez est le chef de l'armée régulière Kintor, donc quand on met des miliciens, on met Kyros avec. Voilà, c'est tout. Non, mais c'est assez bien résumé. Kyros, avec en plus son bonus... Là, sa carte de bonus, dès que c'est pour le prix d'une potion, t'as une potion par tour par Kintor. C'est ça. Je sais pas quoi dire. Non, c'est démentiel. C'est démentiel. Non, c'est très bien. Après, pour en revenir à ta question, Olivier, est-ce que sur le plateau de jeu, si j'ai pas les mots, vous me les donnez. On va essayer. Sur le plateau de jeu, est-ce que c'est efficace ou pas? Je pense que au bout d'un moment, les miliciens à l'épée vont forcément passer des contrôles d'identité. Et ça va devenir un bordel pour l'adversaire, mais sans nom. Plus il y en a, forcément, plus ils vont réussir statistiquement à passer des contrôles d'identité. Donc, ils sont un peu faiblards, mais je pense que bien couplés et avec une bonne synergie, l'adversaire pourra pas avoir assez de PA pour tous les dézinguer. Et c'est Kyros qui va venir finir le travail. Donc, voilà, à mon avis, ça peut être drôle, Il y a un truc qui est super fort aussi là-dedans, faut pas oublier que l'arbalétrier peut tirer en tir de réaction. Oui. Ça, souvent l'adversaire le zappe. Et dès qu'il approche, il se prend un carreau.
il fait quand même de sacrés dégâts, le carreau d'arbalète. Parce que ça paye pas de mine comme ça. Ça paye pas de mine. C'est un truc auquel on pense pas forcément. Black Hawkins, là aussi. Moi, je vois Black Hawkins sur une table de jeu, je m'inquiète pas pour ça, alors que je rentre dans sa zone et je me fais tirer dessus. Quoi. Ouais, la différence, c'est quand même que Black Hawkins a plusieurs tirs, tandis que l'arbalétrier n'en a qu'un. Non, vu qu'il a qu'un carreau. Non, c'est vrai. Oui, mais il est perçé. Oui, il est percé armure, oui, effectivement. Et il envoie des bûchettes, hein. C'est 7 dégâts, je crois, ou un truc dans le genre. Ouais, j'allais dire 7 ou 8 dégâts, je sais plus, mais... C'est un peu notre tulipe. Bah, oui. L'arbalétrier, pour moi, c'est pour ceux qui ont la référence, c'est les arbalétriers Wolfen de confrontation, qui envoyaient comme référence des petites poutres, des grosses poutres, et carrément les troncs à la fin. Parce que, vu la puissance du truc, c'est vraiment très fort. J'ai pas la référence, mais je vais me mettre à jouer en confrontation. Alors, écoute, tu me dis et on se fait des parties. Mais effectivement, l'arbalétrier a ça qu'on utilise assez peu, au final. Alors moi, j'en raffole, hein, parce que j'ai constaté qu'on pouvait tirer, et après, ce que je fais, c'est que je fais recharger, et je ne tire qu'en tir de réaction les 3 quarts du temps. Parce que l'adversaire, il l'a vu recharger, il se dit, c'est bon, il est rechargé, il ne tirera pas avant le prochain tour. Non, effectivement. Et à chaque fois, je lui aligne un mec. Ah oui, c'est les dégâts du contre-tir, c'est 10 moins la distance... 10 moins distance d'assaut dégâts. Voilà, ouais. Ah, et dès qu'il s'approche de l'arbalétrier, ils se prennent un tir, mais c'est monstrueux. C'est monstrueux les dégâts que ça fait. Bah, ça dépend, parce que tu peux faire un dégât s'il est loin, ou tu peux faire beaucoup. Mais effectivement, ça peut faire vraiment pas mal de dégâts. Surtout si on charge l'arbalétrier en question. Il n'y a pas grand monde qui a plus de 5 de mouvement, donc ça fait minimum 5 de dégâts. Il y a Bogdan qui est suffisant pour me faire chier. Oui, bon, il y a Bogdan, il y a Bonnie, il y a Mae, je crois qu'il y a 6 aussi. Je le déteste. Zenbao, ouais. Les Mahog, de façon générale, ont beaucoup de mouvement. Mais ça reste quand même très très fort. Et aussi pour protéger, ne serait-ce que, j'en sais rien, Torquemada, Kyros, ou un autre briscard quelconque. Kyros, il a besoin de protection, Kyros, arrête. Bah, l'avantage, c'est que s'il arrive contre quelqu'un de blessé, Kyros, il va être encore mieux. Oh bah, Kyros, il est toujours bien, Kyros, pas de problème. Mais je vous rappelle que Kyros, on peut lui mettre des coups de pied. Hein. Sauf si on lui tire au canon. Oui, voilà, ça c'est un peu moins bien. Ah, si on tire au canon. Après, il est capable d'absorber un tir d'artillerie. Il y a vraiment moyen de sauver les miches. Après, il perd ses contres, il perd beaucoup de choses. Ouais, il perd beaucoup de trucs. C'est vrai, je suis parfaitement d'accord. Mais si ça peut sauver les fesses de certains de Tekintor, si ça peut sauver les fesses de Pochiro, moi je le fais. La seule chose sur cette bande, c'est pareil que c'est une bande qui va être faite pour la poutre, essentiellement. Dès que tu vas vouloir faire des choses dans un scénar, il n'y a que Kyros qui a un minimum de puissance pour ça. Ou alors il faut envoyer un gars et le booster grâce à Kyros. Ouais, voilà. Mais c'est du coup, tu mobilises un de tes miliciens pour ça et tu perds ta puissance de feu et de frappe. Et du coup, c'est pas si simple que ça à gérer si tu as un scénario avec des objectifs très précis à faire. Où tu dois aller négocier un truc, tu gagnes. Les scores sont pas simples à faire. Non, effectivement. Du coup, pour la milice, alors il y avait un petit truc rigolo, il va falloir quand même qu'on avance un peu, mais je veux quand même revenir sur un truc qu'on m'a proposé une fois, je sais plus qui. C'est Kyros, on lui vire son épée et on lui met un pavois. Et comme ça, il peut quand même taper avec le bouclier et il a bonus du pavois s'il veut. On m'a susurré ça à l'oreille une fois, j'ai trouvé que c'était... Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un truc improbable, faut l'essayer une fois, je pense. Ouais, je pense que ça vaut la peine d'essayer une fois. Ça pourrait être vraiment très drôle. J'imagine vraiment Kyros sur la table de jeu avec 2 boucliers dans les mains. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? J'ai oublié ma bâtarde, j'ai fait un truc en route avec les planches d'un bateau. C'est clairement ça. Alors, la liste appelée la liste piège, on a Scorbut, Bruto, Cochinero, Sabio, Cartouche et El Diablo avec ça, c'est les listes que j'ai. Avec le full couvert de Scorbut, avec sa carte à lui. Et en fait, le but avoué de cette liste, c'est d'essayer de diriger les gens sur El Diablo et Cartouche pour qu'ils puissent tirer dessus, ou alors sur Bruto, qui les finisse à coups de poing. Une liste délicate et avec douceur. J'adore. Putain, j'adore. Bizarre, ça m'étonne pas plus que ça, tu vois. Sabio a l'avantage de te faire tes nuages de fumée, donc du coup tu peux facilement bloquer les lignes de vue
Donc obliger les gens à se rapprocher. Plutôt que le réorienter avec le coup de boule magistral environ... il fait moins de brasses. Enfin, il vise 2 brasses, Bruto, je crois. Donc tu peux le réorienter aussi. Ouais, tu peux vraiment faire plein de trucs. Puis bon, bah les bourrins, Bruto et bourrin, mais Cochinero, ça reste quand même le craquage ultime. Cochinero, il y a une phrase qui est très belle. Tu l'as dit, Olivier, la phrase c'est Cochinero est une erreur. J'adore cette phrase, elle est magnifique. Et puis Scorbut n'a rien à prouver à personne. Scorbut, ça reste une violence. Scorbut, c'est tir, perce armure et au corps à corps poison. Ah mais il paye pas de mine, mais il est génial. Il a repris du poil de la bête de taré avec les nouvelles règles du poison. Scorbut, c'est une tuerie. Ouais, effectivement, c'est très très fort. Cette liste-là me pose problème parce que il faut que la table soit en adéquation avec ta liste. Et ce qui n'est pas toujours le cas. Et si tu as une mauvaise table, je pense que tu peux tenir le choc, mais ça va être beaucoup plus difficile. Prenons un scénario au hasard, la taverne, t'es foutu. Non, tu tires pas avec El Diablo, ça c'est déjà vu ça. Oui, t'as 50 pièces d'or. T'as quand même perdu 58 pièces d'or, et voilà, c'est ça. T'as perdu 58 pièces d'or, et moi, Cartouche, je l'envoie pas au corps à corps. Bah, Cartouche. Faut pas l'envoyer au cac. La Cartouche, il a l'avantage d'avoir allonge, si je me souviens bien, avec le. Et il fait des dégâts de feu. Et il fait des dégâts de feu avec la torchère, c'est pas négligeable. Ouais, mais il a 3 de force, Cartouche. Il a 3 de force, il a 7 points d'action. Non, mais monsieur, faut arrêter, hein. Je vous rappelle que chez les Maok, il y a Nabeshima qui a 1 de force. Arrêtez de vous plaindre avec votre 3 de force. Nabeshima, il a 6 de mental, il est là pour lancer des sorts. Non, Cartouche, il est pas là. Nabeshima, il est là pour faire coucou. Mais Nabeshima, c'est bon, j'ai trouvé des utilités. On en reparlera dans le Tactica Maok, mais c'est bon. Je commence à le sortir de temps en temps. Mais oui, bah c'est une liste qui nécessite d'avoir une table qui est intéressante. Alors après, il y a des tables qui sont beaucoup plus spontanément intéressantes à jouer. Mais je pense que la liste d'après va être un petit peu plus polyvalente. C'est la liste appelée Antibirgus, Scorbut, Vasco, Cochinero, El Sabio, et après on complète avec Bruto, Cartouche, El Diablo, un arbalétrier ou Cortés, enfin en fonction des points que vous avez. Mais du coup c'est une liste perce-armure quoi. Tu veux un truc bien craqué. Ouais. Le truc bien craqué, c'est tu fais à Cochinero, tu lui fais une trempe de l'acier. Déjà, Cochinero, il a une poêle en acier trempé, c'est génial. Et le mec, au lieu de te virer une case d'armure avec la poêle au corps à corps, il t'en vire 2. Ouais. Ouais, je sais, oui, Cochinero boosté au sort. C'est magique, parce que ce sort, il vise les armes au corps à corps, donc non pas les armes coupantes ou je ne sais quoi. Donc la poêle à frire peut être faite en acier trempé, ça déjà c'est génial. Et Cochinero, il arrive, il te met 4 coups avec sa poêle, il te fait gicler 8 cases d'armure, il lui reste 4 points d'action, qu'est-ce que tu veux? Non, on est d'accord que Cochinero, avec ce genre de truc, c'est... Oh, Cochinero... C'est de base de Sabio en plus, puisque c'est... C'est un alchimiste, ouais. Oui, donc du coup il a même pas à le payer, mais c'est magique. Voilà, donc les compos craqués, Cochinero. Mais c'est affolant, moi je le mets partout. Hein. Simplement, moi j'adore Sabio, ne serait-ce que pour sa fiole explosive. C'est un des premiers sorciers que j'ai joué, et c'est vrai que c'est une plaie pour les adversaires. Il y a ma femme derrière qui dit tu m'étonnes. Alors oui, El Sabio... Elle le supporte pas, c'est une horreur. Tu gères avec El Sabio, tu peux gérer la table. C'est un petit peu comme avec... comment il s'appelle, le caméléon Jarod, qui est inciblable parce qu'il est invisible. Sabio, bien géré, c'est une plaie pour l'adversaire. Entre le nuage de fumée et la fiole explosive, mais c'est un lanceur de grenades. C'est une horreur. C'est une horreur pour l'adversaire. Non, El Sabio est très très bon. S'il y avait s'il y en avait qu'un ou deux qui étaient très bons, mais là, sur cette liste-là, entre Scorbut, Vasco, Cochinero, El Sabio, puis après tu bourres avec je sais pas quoi, un arbalétrier ou même un milicien à l'épée, histoire de faire sauter les... Ça, c'est dégueulasse. Non, c'est très 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 fort. Oui. Ça c'est très bon. Non, franchement, c'est une belle compo. Ça j'aime bien. Validé, il y aura un petit pouce bleu. J'aime bien les trucs un peu plus subtils quand même. Parce que là, oui, ça manque de couper vaudou tout ça.
Alors, J'ai un fait pour les poupées vaudou. Alors du coup, une liste beaucoup plus subtile, c'est la liste tiens si tu manquais de PA. Torquemada, Frankenstein, Cortés et ensuite les miliciens à l'épée. Du coup, tu vas faire virer tous les points d'action de tout le monde. Oui. Et ça te va comme subtilité là entre Frankenstein. Disons que c'est plus original comme approche. Ah oui, ça c'est sûr que. C'est pas subtil, mais c'est original. Bah, Parce qu'il y a Cortés dans le cas. Hein. Torquemada, Cortés, milicien à l'épée. Bah, il y a Frankenstein. C'est quand même un des premiers or ichtiens qui possède le choc électrique. C'est pas Avec négligeable. ouais, c'est vrai. Frankenstein ça, c'est très est... Alors, Frankenstein, il paye pas de mine, mais pour l'avoir testé l'autre jour, c'est vrai que il a quand même ces 3 potions qui viennent emmerder le monde. Alors certes, il va faire des 2 dégâts. Par 2 dégâts. Tu peux lui donner un coup de poing, tu peux donner des coups de poing. Si t'as besoin de passer un coup en force, tu fais 4 dégâts. Hein. Ouais, mais il a pas le choc électrique. Ouais, mais si t'as besoin, de vraiment bourrer... moi j'ai pris un Birgus Royal avec. Ah bon? Ah oui. J'ai géré un Birgus Royal avec Frankenstein. Mais le Birgus Royal, son armure, c'est pas 2-3? Ah non, c'est 1-3. Ou 2-3. C'est 1-3. Et j'ai fait des trous, je lui ai ralenti son CPA. Ça n'a pas empêché que Frankenstein a volé dans la table, faut pas rêver. Parce que la botte est quand même passée. Mais je l'ai quand même sacrément ralenti avec Frankenstein pour peu que le milicien à l'épée soit passé juste avant. Il fait pas grand chose quoi après. Effectivement. Surtout que le milicien à l'épée, sa botte, c'est juste pas d'échec critique. Donc de mémoire, c'est ça. C'est un spécial, c'est même pas une botte. Donc c'est encore mieux. Ah oui, c'est juste un spécial, ouais. C'est un spécial, 4 PA. Alors c'est vrai qu'il s'il se déplace, il arrive au corps à corps avec 2 gars, il le passe 2 fois. Ouais. Bon, après, il risque quand même de voler, quoi. Le milicien à l'épée. Vu le prix qu'il coûte. Oui, vu le prix qu'il coûte, mais si c'est pour juste un one-shot, ça peut être un peu... En fait, si t'arrives que les 2 gars se retrouvent avec -4 à la prochaine activation, chacun, c'est-à-dire qu'il leur reste 4 PA, et que t'envoies un, je sais pas moi, à tout hasard, un Cortés. Le Cortés, les gars en face, ils vont pas faire grand-chose une fois qu'ils ont plus de PA. Ouais, non, effectivement. Ah oui, surtout avec la sanction, ça veut forcément. Enfin, je veux dire... Cortés, le seul bourrin subtil du tas. Mais Cortés, sa botte, elle est géniale. Hein. Franchement, il faut l'utiliser. Hein. Tu rajoutes un dé pour que ça passe mieux. C'est monstrueux. Hein. Oui, la botte de Cortés, on est d'accord que... Une fois de plus, elle est craquée, voilà. Hein. Oui, écoute, Cortés, c'est une erreur. Non, c'est pas dit que Cortés c'était... Non, il y a que Cochinero qui a une erreur. Cortés, c'est dégueulasse, mais c'est pas une erreur. Mais ce qui est bien, c'est que Cortés, au final, c'est une des premières filles qui est sortie. Du coup, il est quand même encore compétitif. Ah oui, complètement. Et ça, c'est quelque chose de bien chez les Kintor. Est-ce qu'il y a des Kintor qui ne sont plus compétitifs qui étaient sortis au début, honnêtement? Le moins compétitif du starter, je trouve que ça reste quand même Visconde. Parce que même s'il est bien, tu peux trouver, il y a moyen de trouver des choses ailleurs. Tu peux le remplacer par Cochinero qui coûte moins cher et qui balance autant d'attaques. Voilà. Alors, moi j'adore jouer Visconde. Mais j'aime aussi beaucoup Visconde. Oui. Mais du coup, ça lui fait quand même un mec à 115 pièces d'or à peu près. Non, il est à 106. Oui. Ouais, 106, ouais, c'est juste. Oui, et franchement, moi j'adore le jouer. J'en vois souvent ça en fait. C'est-à-dire que je me retrouve avec Capitaine Scorbut, Visconde de Léon avec la dague empoisonnée, Vasco, Cochinero. Voilà. Ouais, si j'ai envie d'emmerder tout le monde, je rajoute du poison sur Vasco. Rajouter du poison sur Vasco, c'est le truc que j'ai jamais compris. Il tape trop fort pour ajouter du poison, ça vaut pas la peine. Bah, si, c'est-à-dire que si t'arrives pas à le tuer du premier coup, il te tapera moins fort en réponse. Ouais, ou pas quoi. Enfin, je trouve que c'est utiliser 15 pièces d'or beaucoup trop cher alors que tu peux acheter des poupées vaudou à la place. Ah non, mais c'est subtil. Ah mais j'ai affronté un Vasco poison, mais ça m'a pas convaincu. Hein. Si, enfin, moi j'aime bien le côté poison. Tu me parlais d'empoisonner le hachoir de Cochinero, je trouve qu'il a pas besoin, il a déjà saignement. Et Cochinero utilise plus souvent sa poêle. C'est ça qui est magique, c'est que du coup tu l'empoisonnes et en plus il te met le saignement et le poison, le mec en face il pleure.
Ouais, C'est ça mais qui est tu vois, drôle. le Cochinero, il t'arrive dessus, il fait moi, ça m'est arrivé, hein, première attaque critique, de coups de poing, assommé. Bon, bah, je lui mets des coups de hachoir parce que ça saigne, quoi. Je veux dire, Bah oui, et c'est gratuit. mais c'est exactement comme ça que je le joue, moi. Hein. Mhm. Mais je Non, pense mais c'est ce qu'il y qu'il a, faut, hein. il y a beaucoup de monde qui le joue comme ça. Donc ça, c'était la liste, tiens, si tu manquais de PA, on a la liste full tir, enfin une liste full tir, parce que je pense qu'on peut en faire beaucoup, beaucoup. Le Commodore avec les munitions, ce qui permet au Commodore de recharger le pistolet. Vous le saurez, Attention. messieurs, dames. Voilà, c'est comme ça, c'est dit. L'arbalétrier, Graziella, Cartouche, El Diablo et Scorbut. Donc une liste où tout le monde a des petits pistolets dans tous les sens. Que du bonheur. Ouais. Et les puces, il est où dans le tas? Bon Dieu, mais Mais- moi je le vois pas beaucoup jouer les puces et je trouve qu'il est vraiment génial. Mais hein, les puces, je honnêtement. pense que chez les Kintor, les puces n'a pas forcément sa place. Vu qu'il y a déjà pas Ah, mal de tireurs qui... Les puces, c'est très bon, hein, attention, je dis pas. Mais il y a Oui, oui, je assez sais. de tireurs qui ont aussi perce armure, ce que les puces n'a pas. Et Non, c'est- qui font suffisamment de dégâts pour ne pas être obligé d'avoir un petit lapin tout frêle qui vient avec. Et puis c'est pas toi, Yanis, qui est un petit peu extrémiste et qui veut pas du tout d'autre chose que des cochons dans la liste? Alors, j'ai beaucoup repensé et avec beaucoup d'objectivité et la larme à l'œil, j'ai comment dire, j'ai admis que les puces, parce que j'achète des mercenaires et des Sundar pour être tolérant en fait. Hein, voilà. Et du coup, donc j'ai admis que les puces et les pingouins étaient sans doute les mercenaires les plus, à mon avis, les plus utiles chez les Kintor. Les pingouins à cause du sous-nombre des Kintor en général, donc du coup on peut vraiment compenser avec ça. Et du coup les puces qui, d'après moi, est un excellent tireur. Moi je le mets dans une compo cavalerie avec Valdez sur Razorback, mais c'est monstrueux. C'est monstrueux. Alors, attends, les puces, parce que- c'est Razorback, ils font le taf à 3. Oui, j'en en parlera tout à l'heure. Non, mais Yanis, techniquement, les Kintor ont tous de l'aviatique, donc techniquement, ils ont tous les puces dans la poche. Ça va, bravo. Je ne couperai pas ce passage, tu assumeras ça jusqu'à la fin de ta vie. Mais dans ce que j'entends, pourquoi est-ce que tu prends pas Mae? Parce que alors parce que ça me ferait chier. Alors, blague à part, il a raison. C'est vrai que rajouter des mercenaires dans les bandes Kintor, moi, au tout début, quand le jeu commençait, je trouvais que par rapport à un Okanek avec son coup de marteau, et avec, comment il s'appelle, l'ours, Kinak, parce que j'affrontais beaucoup un copain qui joue mince, ça y est, les tuer. les Tuléens, avec l'ours, là, je sais plus comment il Kinak, s'appelle, Kinak. et du coup, je me retrouvais à avoir bizarrement, un manque de puissance. Au début. Waouh. C'est paradoxal. Et du coup, j'avais vite rajouté Socrate ou Baxter, parce que pour 100 et pour moins de 100 pièces d'or, ils ont des puissances de frappe qui étaient non négligeables. Mhm. C'est vrai. Et c'est vrai qu'à part Vasco, qui va faire 8 dégâts, et maintenant on a Valdez. Oh, il y a Pablo avec 9 dégâts sur sa hache, ou je sais plus combien de dégâts Oui, sur sa mais hache. Pablo, il a pas d'armure, donc du coup, il se retrouve vite dans une situation où il peut se faire éjecter. C'est vrai. Ouais. Et du coup, je me retrouvais dans des situations assez délicates à gérer. Et c'est vrai que j'ai souvent rajouté, en tout cas au départ, Socrate et Baxter, ou Baxter plutôt, pour pouvoir avoir des frappes un peu one shot. Mais maintenant, je m'en passe largement parce qu'on est ça a largement été compensé avec tous les autres qui existent. Mais c'est vrai que c'est une bonne idée d'aller chercher les petits détails dans les mercenaires. Ils ont vraiment plein de possibilités pour ça. Mais je pense que les mercenaires peuvent bien compenser, mais je suis étonné que t'aies pas parlé de Mae dans les... Parce qu'au final, Mae, elle a un peu de mental, elle a des compétences intéressantes et elle a surtout de la dextérité. Donc, à la place de payer un Commodore 120 pièces d'or, bah tu payes une Mae 50, quoi. Encore. Oui, non, mais, je suis d'accord. Mais ceci dit, j'ai Mae et je l'ai pas encore joué. Ah bon? Donc, Ok. ouais, je l'ai parce que j'adore la figurine, mais j'ai encore jamais testé sur un champ de bataille. Donc, je t'en parlerai la prochaine fois, certainement. Ou peut-être en commentaire à la fin du week-end, parce que j'aurai peut-être l'occasion de la sortir ce week-end. Mhm. Mais tu verras, Yanis, surprise. Moi. Et du coup, je ne sais pas encore ce que ça va donner, mais je vais la tester certainement prochainement. D'accord.
Voilà. Alors bon bah du coup on a une full tier. Maintenant est-ce que la full tier elle est un peu similaire dans toutes les bandes, hein. On peut faire du full tier un peu partout. Je sais, au moins l'avantage de jouer full tier en Kinter, c'est que d'habitude même au corps à corps ça tient quand même un peu le choc. Même si on est d'accord que c'est pas les Kinter les plus robustes, mais ça tient un minimum. On va quand même passer. Je vais passer à la liste à 600 pièces d'or. Alors c'est une première parce que j'ai jamais abordé des listes à 600 pièces d'or. Donc c'est la liste du gagnant du tournoi qui s'est passé au Beau Jeu à Lille. Par contre, je suis incapable de retrouver le nom du gagnant. Donc toi qui as gagné, félicitations. Tu jouais Kinter, c'est un peu la honte, mais c'est pas grave, on t'aime quand même. Et du coup, on vient de perdre Yanis sur le. On vient de perdre Yanis sur le... Bah, en même temps, vu ce que tu viens de dire, ça m'étonne pas. Il a rage quit. Ça me rend dingue. Bon alors du coup je reprends. On reprend la compo à 600 pièces d'or. Compo du gagnant du tournoi de Au Beau Jeu de Lille. Et je le redis, du coup je sais plus qui a gagné, mais en tout cas bravo. Donc on a Kyros, Torquemada, Bruto, Cochinero, le milicien à l'épée, Cartouche, El Diablo, 600 pièces d'or, du bonheur, vous en pensez quoi? Bon, y a rien à dire, hein. C'est génial. Enfin, ça valait la peine qu'on t'attende que tu reviennes du coup. Oui, je sais. Ce mec, elle est costaud quand même. Ah bah oui, 600 pièces d'or c'est quand même plus épais, hein. On va pas se mentir. Oui, tu commences à faire du velu, mais c'est vrai que là, alors, très clairement, à choisir entre un colosse et une monture, je prends une monture. Bah, surtout pour les Kintor. Tout court. Les Kintor qui payent quand même leur colosse plus Frankenstein, même s'ils sont très efficaces tous les deux, plus cher qu'un Valdès et un Razorback. Oui. Et là, ça picote. Oui, non, mais même sans parler de ça, le fait de pouvoir te déplacer sans utiliser tes PA, puisque tu es monté sur une bestiole qui te déplace et taper avec un mec qui tape à 9. Ouais. Non, on est d'accord que la monture à choix, elle est bien. Mais à 600 pièces d'or, c'est quand même une liste qui est sans colosse, sans monture. Et du coup, elle est quand même... je vais pas dire qu'elle est couillue, parce qu'au final, les mecs, c'est des gars solides. Je veux dire, Kyros, Bruto, Cochinero... elle est audacieuse, je dirais. Voilà. Elle est audacieuse. Oui. Rappelle-moi, il a le canon ou pas? Oui, El Diablo et Cartouche, oui. Torquemada, s'il a son sort jugement dernier et que tu as Cartouche, très clairement, tu te sers de Cartouche pour mettre tout le monde sans point d'action et tu balances ton jugement dernier derrière, ou inversement, Ouais, si tu veux vraiment je ferais l'inverse. Je veux dire, tu fais ça même sur un colosse, il n'y a pas beaucoup de colosses qui survivent. Hein. Bah surtout, en même temps, le colosse, il va pas perdre CPA parce qu'il fait pas de shiver, mais effectivement, ça fait mal, quoi. Je veux dire, et puis on a quand même le canon qui a les dégâts les plus stables du jeu. Le canon le plus cheaté du jeu, on dit. Je suis d'accord avec toi. Non, mais souvent... Tu dis beaucoup trop ça, Olivier. Pardon, le canon qui est une erreur. Des Sundar. Et oui, il y a celui-là aussi qui est bien... Mais il fait entre 2 et 20 dégâts. Celui des Kinter, il fait entre 9 et 18. Ouais, on est d'accord. C'est beaucoup plus stable, forcément. Ouais. C'est plus stable. T'as des portées qui sont d'une... si t'as Cartouche avec qui tire, c'est effrayant. Bah, il tire surtout à x3 de dextérité, quoi. Si c'était que x2, ça irait, même si mais les x3... textes de 3, je veux dire, tu commences à 9. Ça suffit pour beaucoup. Le Diablo a une difficulté de 14 au maximum, je crois, un truc comme ça. Ouais, quelque chose dans ce goût-là. 16 à courte portée, mais tu tires jamais. Voilà, c'est 16, ouais. Par contre, je n'ai pas la liste des sorts de Torquemada. Du coup, je ne peux pas vous dire. Il les a pas précisé. Non, il les a pas précisé. D'accord. C'est pas mis, donc du coup, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a joué. Mais oui, je pense que c'est une liste qui est vraiment bien solide sur ses acquis. Après, il faut aussi... Là, je pense que c'est aussi un placement au niveau de la table, parce qu'il n'a pas, par exemple, Scorbut qui pourrait placer des couverts, ou il n'a pas de personnage qui peut cacher quelqu'un, comme El Sabio avec le mur de fumée, ou Scorbut avec les 3 couverts. Du coup, je pense que sur certaines tables, ça doit être compliqué. Parce qu'une charge de monture directement sur le cartouche et El Diablo, ça
peut être très pénalisant, ou même un petit dodger à la con hein, qui charge les deux, il n'y aura pas de tir, même si le dodger vole après, c'est pas... Oui, ça ralentit bien. Ouais, c'est... Par contre, je pense que, moi, quand je fais ça, quand je mets un milicien à l'épée et cartouche, en général, le milicien à l'épée, il est pas loin de cartouche. Il me sert entre autres à protéger ce canon. Parce que cartouche au corps à corps... Bon, après, rien n'empêche d'enlever cartouche et d'avoir comme tireur, j'en sais rien moi, Torquemada. Hein. Et du coup, les deux restent derrière. Oui. On pourra ça va passer un peu moins au niveau des coups de canon, par contre, vu que Torquemada a 3 de dextérité et de mémoire. Bon. Oui, ça va un peu moins, mais si on veut vraiment économiser des points... C'est le Commodore qu'on a 5. Ouais, mais alors, Commodore cartouche... Bonjour. Non, Commodore et le Diablo. Ouais, Commodore et le Diablo, pardon. Mais ça t'affecte pas ton Commodore à des tâches aussi basses que servir un canon. Bah, surtout que, attention, parce que ça lui remplace son arme de tir. Hein. Et en plus. Ah oui faut pas... Mais bon, en même temps, son pistolet qui... voilà... 5 dégâts. Hein. Oh, ouais. il tire 3 billes, le jet, putain. Je suis en train de regarder, le mousse a combien de... 3. Il a 3 de dextérité aussi? Il a 3 de dex, il a 4, 3, 3, 3. Ouais, du coup, ça vaut pas la peine de remplacer quelqu'un pour le canon, en fait. Non, cartouche est très bien. La seule chose, c'est qu'il est un peu faible si tu le charges direct. C'est un peu son point faible, d'ailleurs. Ouais, un peu faible si tu charges direct. Il a 4 de consti, il a 3 de force, il vaut 58 points, ça va. De PV. Ouais, c'est pas un pingouin, non plus. Il a rien comme PV. Le mousse, il coûte 39 pièces d'or, il a 24 points de vie. 24 points de vie. Le mousse. Oui, mais bon... J'ai des adversaires qui aiment jouer le lancer de canon sur la gueule de cartouche. Ouais, ça aussi. Ou alors l'adversaire qui... J'ai des mecs qui m'arrivent, jusqu'au cas quand ils y arrivent, ils envoient Boija contre cartouche, ils chopent le canon, ils le jettent à la gueule de cartouche. Ouais. C'est très efficace parce que tu fais un sacré paquet de dégâts sur le canon et en général, cartouche, il se relève pas. Oui, il y a aussi un autre truc qu'on peut faire avec un colosse qu'il faut se méfier. C'est que tu t'amènes, tu prends cartouche, tu prends El Diablo et tu te barres. Et comme il y a pas, ça te prend une main, je crois, prendre un objet. Oui. Du coup, il peut continuer à taper avec son autre main libre et il n'y a pas d'autre possibilité que de tuer le colosse pour récupérer le canon. Donc. Oui, alors, à un moment donné, il jette le canon au loin. Oui, voilà. Mais même s'il le garde, il faut quand même arriver à vaincre le colosse pour aller récupérer ton canon. T'auras l'air malin. De mémoire, jeter un canon, ça détruit le canon de 1 des 5 points de structure. Oui, je crois que le jeté de canon, c'est un des 5 points, ouais, effectivement. Je sais pas combien... J'ai pas de faire un coup d'assommoir avec le canon, mais je suis pas sûr que tu peux pas faire un coup d'assommoir puisqu'il a pas de constitution, le canon, et du coup... Constitue moins agressivité, un truc comme ça. Constitue plus. Bah c'est constitue du briscard utilisé pour taper. Donc, briscard, mais ça pourrait être très drôle. Tu vois les dégâts d'une collision avec un canon. Je crois pas que le coup d'assommoir est légal avec le... avec charger le pistolet du Commodore. Non, mais la compo en elle-même, je pense qu'elle est très très efficace. En plus, apparemment, le joueur qui l'a géré était très très bon. Elle doit permettre aussi de gérer les objectifs. Ah bah forcément. Parce qu'avec Torquemada, tu peux en faire des objectifs. Hein. Surtout que Torquemada, mine de rien, il a quand même 2 sorts primordiaux. L'écharpe de feu qui déjà ignore l'armure et qui peut se lancer de mémoire 2 fois par tour. Oui. Et en plus, il a le sort d'air mineur. Et ça, pour gérer un petit peu les mouvements adverses, sachant que les Kintors sont pas les premiers niveaux mouvement, c'est loin d'être dégueulasse. Non, effectivement. Et je viens de penser que cette liste-là a été traînée aussi sur la taverne du Hareng Bleu de mémoire. Donc du coup, Cartouche ne pouvait... Enfin, El Diablo ne pouvait pas tirer... Enfin, si, il pouvait tirer, mais disons que c'était très pénalisant. Mais du coup, même en taverne, bah, visiblement, ça n'a pas trop amputé les points de victoire du gagnant. Et GG quand même. Bon, c'est un gros format. Hein. C'est pas un format dont en tout cas, personnellement, j'ai pas l'habitude. Je pense que c'est un format qui va être intéressant à jouer et qui, à mon avis, permettra d'avoir plus de listes avec Bunraku qui vaut quand même un bras, ou alors on va venir justement avec Igoré et Frankenchon parce qu'on n'en a pas parlé d'Igoré. Attends, il y a un truc à voir parce que plus ton format augmente, pour avoir testé des formats un peu gros, on est monté jusqu'à 800 pièces d'or. Mm-hmm. C'est comme si tu jouais en multijoueur.
tu as le même problème. C'est-à-dire que comme tu as beaucoup de figurines en face, il faut penser à garder beaucoup de points d'action en défense. Ouais. Et souvent, quand les premières parties, on se faisait avoir bêtement, on jouait comme si on était en 400, et on se retrouve assez rapidement à manquer de points de PA pour se défendre, et c'est là où tu perds ta partie, en fait. Effectivement, mais même en 400, hein, si tu gardes pas des PA, c'est compliqué, mais Oui, là, mais il en faut encore tu plus. Quoi. garder moins, proportionnellement, parce que tu as moins d'adversaires. Parce qu'en 400, on va dire qu'en moyenne, il y a 4-5 figurines de chaque côté. Et le truc, c'est que 4-5 figurines, c'est-à-dire qu'un mec peut être pris par 4 gars, on va dire en moyenne. Là, sur 600, on va être à 6-7 figues. Sauf si tu as des colosses. Ouais, voilà, c'est ça. Si tu as 6-7 figues, 6-7 figues, c'est-à-dire qu'un gars peut se faire choper par 6 gars. La défense n'est pas la même. Bon, il faut qu'ils aient allonge parce que du coup, il faut quand même réussir à se positionner. Hein. C'est pas non plus. Oui, non, mais on est d'accord, mais dans l'optique, c'est ce qui peut se passer. Donc c'est vrai que c'est des manières de jouer qui sont complètement différentes. Pour ceux qui ont l'habitude de jouer à 400, faut vraiment penser que c'est différent de jouer à 600 ou à 700 pièces d'or, sauf s'il y a des colosses, parce que le nombre de figurines diminue d'autant. Et c'est vraiment, c'est intéressant. J'invite vraiment les gens à tester ce genre de format. C'est assez déconcertant les premières parties. Ouais. Bah du coup, on testera ça avec un grand intérêt. Qu'est-ce que je voulais dire moi, Frankenchon et Igoré. Alors bon, Guillaume, je sais que tu veux tu veux le mettre partout dans toutes les compos à 400 points. Mais... non, je voulais essayer de trouver une compo à 400 pièces d'or avec ça, parce que c'est vrai que sortir Igoré à 400 pièces d'or, c'est un défi. Très clairement. En face, à 400 pièces d'or, il n'y a pas, à part les Ichtiens qui peuvent facilement sortir des colosses ou des personnages imposants, il y a les Maok aussi qui ont quelques personnages comme ça. C'est assez rare de voir passer un colosse à 400 pièces d'or. C'est gérable, mais disons que tu dois compenser ton manque d'effectifs. Et c'est vrai que sortir un Igoré, qui a une constite de 8, une force de 8, juste pour le bonheur de la sortir une fois, ça aurait pu être amusant. Alors, le mec, pas simple à sortir. Alors du coup, vos compos avec Igoré, que ça soit à 400 ou à 500 ou autre chose, hein, les compos que vous trouvez intéressantes avec Igoré, et puis du coup, j'imagine qu'on va parler cette fois-ci vraiment de invasion. La carte invasion. Et d'un sort aussi qu'il faut pas qu'on oublie sur Frankenchon, qui est célérité. La célérité, oui, il est alchimiste, il a le droit de l'avoir. Ouais. Voilà. Et à savoir que Igoré, pour moi, son plus gros point faible, c'est ses 3 PA. Pas les 3 PA, je veux dire les 3 pas de porte, les 3 brasses de marche. C'est-à-dire qu'il est d'une lenteur sur la table. Bon, c'est un zombie, hein, mais il est d'une lenteur par rapport aux autres Kintor qui peuvent avoir entre 4 et 5. Mais quand je l'ai joué, je me suis retrouvé à dépenser tous mes PA pour venir au CAC et du coup à taper une fois. Bon, qui a une force de 8, t'as pas envie de taper qu'une fois, très clairement. Je rappelle quand même que en tant que colosse, il peut courir sans mettre fin à son activation. Une fois. Oui, une fois, après, mais ça lui fait quand même... Je pense que le deuxième petit défaut d'Igoré, mais qui va de pair avec ses 3 de mouvement, c'est très très peu, c'est le fait qu'il ait, entre guillemets, que 8 PA. C'est le seul colosse / créature imposante qui a en dessous des 9 points d'action. Octoros, quand il va sortir, il aura 10, mais lui, on le déteste déjà. Non, mais pas pire que Bogdan, mais à ce point-là, bon, voilà. Hein, et c'est peut-être ça aussi son petit défaut qui se couple avec les 3 de mouvement, c'est qu'il a, entre guillemets, pour un colosse, que 8 points d'action. Ce qui peut... Je vais pas dire que c'est embêtant, mais pour booster un jet ou quoi que ce soit, ou Nawak, du coup, repayer des mouvements au fur et à mesure, ça va devenir vraiment lourdingue. Et à moins que l'adversaire vienne vraiment le chercher au CAC, le déplacer, ça va être dur, quoi. Si tu veux taper au bout d'un moment, ça va être dur, ça va être très dur. Bon, mais après, Igoré, il a pas forcément besoin d'avoir beaucoup de mouvements, hein. Il se pose et puis il reste sur place, quoi, je veux dire... faut bien aller chercher l'adversaire, hein. Si le mec en face, il a de la distance, il te le tire comme un cochon, son mauvais coup. Merci beaucoup. Certes, c'est ça. Moi, quand je l'ai joué, j'ai affronté une Rotuma. Oh, putain. Ouais, mais Rotuma, elle tire à 6 brasses.
Oui, elle s'est rapprochée à Sibras, elle a tiré, elle a raté son tir, par chance. Bon, j'avais une poupée vaudou. Ouais, voilà. Elle est repartie. Elle n'est pas restée. Ah, mais Je suis allé la chercher. oui, oui, mais Rotuma, après, tu la ceinture. C'est exactement ce qui s'est passé. Je l'ai Voilà. ceinturée, je l'ai jeté sur Matamata. Non, mais il fallait la garder en main. Comme ça, elle tire plus jamais. Oui, tu peux. Ouais, non, mais fallait jouer parce que c'était marrant, mais j'ai mis deux tours à aller la chercher. Oh purée. C'était d'une langue. Enfin, c'était voilà. Et c'est vrai qu'on a discuté avec Yanis l'autre jour et le sort célérité te permet de rajouter une ou deux brasses de Deux mouvement. brasses. C'est deux brasses pendant un tour. Ça lui donne tout de suite un mouvement qui est un peu plus humain, entre guillemets. Ça lui donne un mouvement en fait. Voilà. Et pour peu qu'on ait la carte sous le coude, qui est la carte justement qu'on disait invasion, là, qui permet de doubler le mouvement gratuit des Kintor pendant un tour, ça devient très intéressant. Bon, la Ça carte devient invasion est intéressant. très utile, même sans Igoré, mais effectivement, ça lui Bah là, donne dans le ces boost qu'il conditions-là, faut. On a fait le calcul, il passe à 10 de mouvement au premier mouvement gratuit. Ouais. C'est-à-dire 10 de mouvement au premier mouvement gratuit, il charge à 5, c'est-à-dire que pour 2 PA, il charge à 10 au premier tour. 10, tu traverses une table, hein, quasiment. J'exagère un peu, mais pour peu que les mecs se soient avancés, qu'ils n'aient pas anticipé ça, en face, ils pleurent. Bon, pas l'anticiper, c'est chaud quand même, parce qu'il faut jouer Frankenstein, Ouais, il faut lancer le sort. Le mec, il va quand même te voir venir. Après, s'il se débrouille bien et qu'il a un petit filet sur un petit dodger à la con, parce que ça, j'ai déjà vu Je suis aussi. complètement d'accord, mais après, le filet est l'arme ultime contre les colosses, ça les Oui, emmerde. on est d'accord. Je veux dire, voilà. Moi, j'affronte rarement des gens qui ont mis des filets, très clairement. Ils y pensent pas, Ok. ça me va très bien. Pensez Mais- filet. Pour ces Le filets, problème, aussi. c'est qu'avec le prix, il est en compétition directe avec plein d'objets. Et on va plus penser aux objets de soins, aux objets aux potions, pour toi, Olivier. Alors, on va plus non, penser à alors- plein de racines de mandragore. Alors, pour être honnête, le filet fait partie des objets auxquels je pense en premier. Oh La potion, c'est le running gag du truc, c'est si tu fais des dégâts stabés sur la force, tu mets une potion de force parce que ça fait mets plus une un potion. dégât. Voilà. Ouais, c'est drôle. Mais le filet et la racine de mandragore sont clairement des objets que je pense directement parce que je me suis déjà mangé beaucoup trop de colosses qui faisaient n'importe quoi sur la table et que je pouvais pas gérer, ou en tout cas que je ne savais pas gérer à l'époque. Et maintenant, le filet fait partie de mon attirail de base avec une racine de mandragore presque dans toutes mes compos. Donc c'est Ouais, c'est pas mal non plus. ça permet de survivre à un jet de morale foiré et surtout ça permet d'immobiliser un colosse. Et immobiliser un colosse un tour sur un scénario qui en dure entre 4 et 6, ça fait le Ça café. joue, Hein. Ouais, Ouais. clairement. Donc non, le filet reste une valeur sûre pour moi, même si j'essaye de faire croire que non. C'est une stratégie, c'est une stratégie Non, de mais sournois. le filet reste une valeur sûre de toute façon. C'est évident. Après, oui, il y a des petites choses à faire dessus. Igoré, ouais. Pour revenir à Igoré, il y a des choses à faire. Par contre, c'est un lanceur expert. Tu prends n'importe quoi à ta portée de main et tu le lances sur la gueule de l'adversaire, c'est magique. Ah oui, il démarre à 16, ça va. Après, tu vois, je pense que Igoré, il est très efficace pour gérer certains colosses, notamment le Birgus géant. Le mec, il arrive au cac. Le Birgus, il a rien à broyer sur Igoré. Donc, sa botte du broyeur, déjà, il se la met entre les pinces. Et du coup, Igoré, il peut faire son taf. Et le Birgus ils vont se gluer comme des cons tous les deux. Mais finalement, Igoré, il a rien à péter sur lui. Donc, du coup, le Birgus, il pourra pas faire sa botte. Et ce sera vraiment, vraiment très embêtant s'ils se désengagent pas tous les deux pour. Et pour le peu mec qui a qu'Igoré le- fasse 2-3 défenses, il provoque des chocs électriques, ce qui est pas mauvais. Ça, c'est fumé. Et un truc du coup que j'aime bien faire avec Frankenstein et que je pense que je ferai beaucoup, c'est de lui mettre le sort parade qui donne 2 en plus. C'est un sort qui coûte pas cher en plus, qui donne 2 Oui. en plus en défense à Igoré. Du coup, Igoré en défense il part à 10, donc il fout le choc électrique à en crever, ça rend l'adversaire absolument dingue. Et c'est magique. Non, Igoré, quand il est boosté, on est d'accord que ça pique vraiment, vraiment beaucoup. Après, Oui. vas-y. J'ai une question Non, vas-y. par contre. Hmm. Quand quelqu'un a une potion sur lui, est-ce qu'il peut la donner à quelqu'un d'autre?
Il me semble que oui. Oui, mais il y a une action à faire pour ça. Ou alors Oui, il la pose et l'autre il la récupérer, non? C'est quelque chose dans ce goût-là. Il y a une action donner objet, je crois, ou une action lâcher un objet. Parce que Frankenchon, il a quand même ses 3 potions, donc s'il a besoin de booster Igoret... C'est vrai. Tu peux le faire, mais si le mec, en attendant, il réussit... Si tu la poses par terre et que le type vient chercher la potion à ta place, t'auras l'air bête. Mais... Oui. Bon, je rappelle quand même que le Birgus géant... Hein, parce que il tape quand même pas mal, là. Et surtout, sa première attaque en charge, elle fait 10 dégâts. Donc attention quand même, hein. Igoret, il est solide, mais... Oui, je parlais surtout par rapport au broyeur que Igoret, lui, il a rien à perdre, donc forcément c'est plus simple de l'envoyer contre un Birgus géant. Voilà, oui, c'est clair que ce sera beaucoup plus facile, mais comment il s'appelle? Le dragon crête n'a rien à faire non plus de la botte du Birgus. Il y a beaucoup de boss. Même pas. La baleine. Oui, et aussi Catodos, oui. Ouais. Il y en a beaucoup qui n'ont pas grand-chose sur eux, donc... Non, c'est vrai, effectivement. J'y ai pas pensé. Mais effectivement, c'est pour gérer le Birgus géant qui est une menace quand même relativement conséquente avec sa botte. Même si au final, je pense que elle est très rarement utilisée, mais l'aspect psychologique de la botte est vraiment... Moi, ça me fait peur. Hein. Moi, un truc comme ça, je le vois sur le terrain, j'ai peur. Oui, bon, il y a des bottes qui sont difficilement utilisables. Celle d'Ipkai, par exemple, c'est pareil. Elle est tellement situationnelle où tu peux utiliser la botte de l'adversaire. Ouais, mais va te manger un Pablo Cortez qui est contre Ipkai, par exemple. Et bonjour. C'est ça, quoi, je veux dire. Oui, c'est vrai. Mais voilà, il faut trouver le bon adversaire pour le placer. Oui, il y a beaucoup de bots chez plusieurs factions où c'est comme ça. Après, c'est vrai que chez les Kintors, t'as pas trop ce souci-là. La plupart des bots peuvent être passés n'importe où. Ouais, c'est vrai. Effectivement, il y a pas mal de bots où c'est facile en fait de le passer. Oui. Mais du coup, alors une compo avec Igoret quand même, parce qu'on en a parlé, mais on n'a pas donné de compo, une idée. C'est vrai. Guillaume, tu veux donner la tienne en 400 points du coup? Moi j'en ai une. 400 points, mais non, c'était plus une plaisanterie parce que c'était pas. C'est pas grave, assume jusqu'au bout. Allez. Attends, je vais te la retrouver vite fait. J'avais fait quoi? Je la recherche parce que je la connais pas par cœur. D'accord, bah alors du coup Yanis prend le relais. Et ben du coup, je prends le relais. Compo avec Igoret, et du coup, j'avais pensé à Igoret, Frankenchon, arbalétrier de milice, Mousse avec, j'en sais rien, je verrai en fonction de mes pièces d'or parce que j'ai complètement zappé ça, et soit Valdès ou Kyros. Et pourquoi en fait je préfère Valdès à Kyros? Parce que dans la compo que je te donne, Igoret, alors invasion et célérité enlevée, entre guillemets, il n'y a aucun Briscars à plus de 4 de mouvement si je garde Kyros. Et ouïouïouï, si j'ai envie de prendre autre chose que de l'invasion ou du sort de célérité, sachant que le sort de célérité ne cible qu'un Briscars et que souvent ce sera Igoret, puisque c'est une compo Igoret, que le monde est bien fait. Et du coup, Valdès avec son allonge et ses 5 de mouvement va me permettre d'aller gérer plus facilement 2-3 trucs, d'aller être plus agressif, tu l'as dit dans le Tactica 1. Et du coup, j'ai tendance à préférer Valdès pour ce côté, j'ai un mouvement en plus, j'ai un point de mouvement en plus que Kyros, et en plus j'ai une allonge. Voilà, je l'ai plus grosse en l'occurrence, toute blague de cul mise à part. Je pense que Valdès est un peu plus efficace que Kyros pour gérer le terrain. Donc je lui préfère Valdès à ce niveau-là. Voilà. Et moi, j'ai retrouvé ma petite compo à 400 pièces d'or. Franchement, c'est improbable. Hein. J'ai mis Frankenchon Igoret. Ça c'est bon, c'est bon. Visconte, oui. Parce que j'adore le coup de la dague qui vient emmerder tout le monde. Et Ratus avec le poison. Ah oui, donc en fait c'est un full poison, enfin c'est un demi-poison, demi-choc électrique. C'est un full salopard. C'est très chiant pour l'adversaire. Enfin, non, parce que Visconte il a pas le poison du coup. Oui, c'est juste, ouais. Mais du coup, Visconte qui est là pour... c'est mon petit tirailleur à moi que j'adore placer... tu fais tes 4 attaques de dague, tu finis par foutre 2 coups de rapière si jamais il te reste encore des PA, ou tu te gardes volontairement la défense parce que quand il fait son contre avec ses 2 armes, l'adversaire... la riposte est bien, la riposte est très bien. Voilà, Ratus il est là pour gérer les canons parce que je me doutais qu'il allait avoir des canons en face.
Ouais, à 400 points, même pas forcément, mais il est bien avec sa dague empoisonnée et il est Voilà. pas si cher que ça, donc. Puis tu sors Frankenchon et Igoré, je veux dire, les mecs en face, ils s'attendent pas à ça, quoi. Et là, t'es à 400, t'es à 399, je crois, ou quelque chose comme ça. Sans équipement, sans rien. Ouais, je les ai mis comme ça. Bah, je voulais Ok, faire ouais. à 400. C'est juste. Donc j'ai fait ce que j'ai pu. Puis Frankenchon et Igoré sont un petit peu onéreux. Oui, non, on à est 400. d'accord. Ouais, ils sont Par contre, c'est vrai que quand ils te voient sortir Frankenchon et Igoré, les poser sur la table à 400 pièces d'or, tu sens que le mec en face, il blémit. C'est vrai que tu t'attends pas forcément à avoir un Frankenchon et un Igoré à 400. Mais attention, parce que il y a des compos qui font vraiment mal à 400 pièces d'or. Et... Blague à part, c'est une compo qui est marrante à jouer parce que elle est marrante à sortir une fois. Elle est inefficace au possible. Hein. Ah oui, ça je pense que... Niveau objectif, je pense que t'es mort, c'est bon, il n'y a plus, y a plus grand chose à faire. Frankenchon, il fait 2-3 trucs. À la limite, il est pas trop mauvais, mais voilà. Ouais, il peut crocheter une serrure vaguement. Mais quand ton adversaire comprend qu'il a qu'à taper sur Frankenchon et voilà. Visconde, et que après Igoré il va se balader difficilement sur la table avec ses 3 pauvres brasses de mouvement. C'est exactement ce qui se passe. Je pense que ton adversaire a compris, quoi. Si tu as une chance d'avoir une table qui a plein d'objets avec des tonneaux qui traînent, tu mais Igoré à côté des tonneaux. Et c'est la balise. Ah oui, il le balance, il ramasse un tonneau, il le balance. C'est très drôle. Hein. Nous, dans la compagnie de jeu où on s'est surnommé la confrérie des lanceurs de tonneaux. Il y a une raison, c'est-à-dire qu'on a quand même réussi à descendre un Pakula au tonneau. Voilà. Il y a des choses comme ça qui ne devraient pas exister. Vous êtes pas honnête, vous êtes pas honnête. Bah justement, c'est magique. En parlant de Pakula, c'est une très bonne transition puisque Pakula peut être un très bon avantage pour Igoré. On en parlait juste avant. Oui. Guillaume, là, c'est que au final le flap ça fait avancer tous les briscards de 3 brasses ou de 2 brasses, je sais plus. Du coup, tu mets comme pour le Tactica le Tactica Orenok où on avait Kuba et Tramé, tu mets Pakula derrière et tu fais avancer Igoré à coup de flap. Ça peut être très drôle. Ça lui fait gagner quand même plein de brasses puisque. Ouais. Et ça pareil, l'adversaire s'y attend pas. Je pense que maintenant ils vont commencer à se dire ouh, il y a Pakula, faut se méfier. Mais moi quand le Tactica va sortir avec Pakula. Oui, mais je veux dire les mecs ils ont quand même compris l'utilité à force, tu vois. Mais Pakula, c'est vrai que je le vois pas souvent sur une table de jeu et c'est dommage. Moi au début, j'adorais jouer Pakula parce que je m'en servais comme on peut se servir de comment il s'appelle là, le Calibou. Calibou, ouais. C'est-à-dire que moi Pakula, il arrivait, je prenais un pot dans ma bouche, je partais. Et je me reposais plus loin, je l'avais déplacé sur la table. Tu peux parfaitement le droit de le faire. Effectivement, il n'est pas interdit de ceinturer un de ses potes. Voilà, il ceinture un de ses potes, il le met dans son bec, il décolle, il se pose, il le sort. Il a déplacé le collègue en place. Pour peu que tu aies un tireur que tu as besoin de mettre en hauteur, c'est hyper pratique. Ouais. Après, c'est vrai que pour ceux qui sont les heureux propriétaires de Calibou, Igoré Calibou, c'est très drôle. Oh. Ouais, bon. On reviendra une fois. Je pense qu'il faudra que je fasse un truc avec Calibou pour vraiment expliquer un petit peu pourquoi est-ce qu'on le trouve tellement balèze. Parce que tout le monde n'a peut-être pas la référence, mais surtout, la figurine est introuvable. Mais, oui, c'est dur à avoir. Mais du coup, oui, Calibou avec Igoré. Pour ceux qui ne le connaissent pas et qui veulent simplement se faire une idée, c'est comme si Igoré était monté sur une monture. C'est-à-dire qu'il se déplace sans avoir à payer son déplacement. Voilà, c'est ça. Ah oui, c'est magique. C'est effrayant, d'ailleurs. En plus, c'est éthéré, donc tu peux pas te débarrasser de Calibou. Ouais, ah oui. Il peut pas interagir à part... C'est une vraie plaie. Calibou, c'est une vraie plaie. Heureusement qu'il est limité à 3 mois dans l'année. C'était la limitation des figurines de Noël. C'était du 21 décembre au 21 mars, la période d'hiver, justement. À l'époque, tu vois, ça date. Quoi. Ouais, c'est dommage parce qu'il aurait pu garder ça. Ça aurait pu être fun. Bon, ça, c'est une autre histoire. Est-ce que vous avez, du coup, une liste que vous avez envie de présenter qui vous tient à cœur ? Voilà. Est-ce que vous avez une liste qui vous avez envie d'en parler ?
Guillaume, je sais qu'il en a une. Une liste bien fourbe à lui, il en a une, forcément. Ah ouais, mais c'est celle que je parlais tout à l'heure. L'une de mes premières listes avec Scorbut, Visconte des Léons, en empoisonnant la dague, hein, depuis qu'on a les poisons qui sont plus puissants. Vasco, parce qu'il faut trouver une ouvre-boîte. Et Coccinero pour achever l'ouvre-boîte. Non, on est sur une bande qui n'est pas du tout subtile. Moi, j'aime beaucoup Visconte parce que c'est quand même un personnage. Enfin, j'en parle pas beaucoup. On n'a pas beaucoup parlé de lui, mais la capacité, ce côté combattant à l'ancienne avec ses deux épées, enfin son épée et sa dague, c'est quelque chose de monstrueux et très bien géré. C'est pareil. Ça devient une horreur. Si on veut mettre un peu de différence, j'aime bien insérer un El Sabio à l'intérieur en échangeant les personnages. Voilà, c'est pas subtil du tout. Dès que moi, toi, t'as des préférences pour les potions, mais moi, dès que je peux mettre des poupées vaudou ou comment ça s'appelle, des pattes de lapin, là, des gris-gris. Mais qu'est-ce que j'aime ça, parce que contrôler les attaques de l'adversaire, t'as fait un critique, non, tu le relances, c'est trop bon. Oui, on est d'accord que la poupée vaudou, ça reste, je pense, un objet qu'il faut mettre au moins une fois dans une compo. Il faut au moins essayer une fois pour l'adopter. Voilà, c'est ça. Je vais être franc avec toi, là, ils ont sorti Facelier, il a déjà la maison, il est déjà en train d'être peint. Hein. Ouais, mais attention, parce que Facelier, les poupées vaudou, c'est contre lui-même. Hein. Attention. C'est pas précisé. Il possède non. des 5 poupées vaudou. Oui, qu'il peut utiliser contre quand on l'attaque lui. Attention à ce petit passage dans les règles. C'est normal. Je vous dis, voilà. je dis c'est normal. Mais des 5 poupées vaudou, c'est trop violent sinon. Voilà, c'est poupée vaudou utilisable pour les actions qui le ciblent. Même. Mais effectivement, c'est-à-dire que on va pas forcément faire un débat sur Facelier, mais c'est un personnage qui va être très chiant au début pour essayer de le choper. Oui. Et du coup, on verra ce que ça va donner sur une table de jeu. Mais de toute façon, j'ai constaté qu'on pouvait facilement faire 3 personnages avec le poison, avec les Kintors, puisque Capitaine Scorbut, il a le poison de base. Oui. Du coup, comme tu as le droit à 2 potions de poison, oui. C'est un vrai régal de les mettre dessus. Mais gérer le poison... Ça fait chéros, hein. Ça fait quand même 30 points. Hein. 30 pièces d'or, c'est beaucoup, je dirais. En général, si je fais ça, c'est les seuls équipements que je mets. Ouais. Je mets 30 pièces d'or d'équipement pour mettre mes deux poisons et j'empoisonne des armes. Et après, je fais le reste. Et je veux dire qu'en face, ça rigole moins, quoi. Parce qu'ils s'attendent pas à ce qu'il y ait autant de poison dans une liste Sprinter. Putain, je vais me marrer samedi, moi. Je sais pas ce qu'il va me préparer, mais je sens que je vais avoir mal aux fesses. Mais alors... Du coup, tu nous tiendras au courant de savoir qu'est-ce que t'as mangé. Ouais, je t'appellerai samedi soir en pleurant. Il a été méchant avec moi. On a fait le tour de quelques listes. Je pense qu'on pourrait en faire longtemps, mais de façon générale, on est d'accord pour dire que les Kintors, c'est de la force brute, mais qu'il y a quand même... J'aimerais bien parler d'une liste. Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Alors vas-y, je t'en prie. Je t'en prie. C'est ma préférée en 400 points, mais c'est pareil, c'est du bourrinage total. Bruto, Coccinero, parce qu'on n'en parle pas assez. Kyros et Torquemada, donc il reste un petit peu de sort, un petit peu de pièces d'or pour les sorts de Torquemada. En général, je lui mets une ombre vigorante et après je paye en équipement, mais c'est dire. Moi, j'ai une dernière chose à dire sur Torquemada, si c'est possible, parce que tu as évoqué dans le Tactica 2 Torquemada avec le totémisme. Ah oui, c'est juste, oui. Ah oui, c'est vrai. Et du coup, j'ai un petit peu réfléchi, c'est vrai que ça devient une tourelle. C'est-à-dire que tu poses Torquemada, tu lui fais popper des totems de pierre, enfin de terre et des totems de feu, et lui avec ses sorts de feu de base, parce que voilà, ça devient une tourelle de défense. Il est quasi inapprochable, mais il est limité à ses portées, c'est-à-dire qu'au-delà de 6 bras, il fera rien. Et c'est là son point faible de cette approche-là. C'est vrai que ça peut être super intriguant pour l'adversaire. S'il fait pas gaffe, il rentre dans la zone et là il se fait ratatiner.
mais ratatiné. Oui, je Et sais. s'il avance pas dans la zone et qu'il a du tireur, le problème est réglé. Torquemada ne tiendra pas le coup au tir. Oui, bon, il n'est pas tout seul non plus. Du coup, peut-être que les tireurs, ils auront des cibles un peu plus alléchantes. Si t'as un Kiros ou un Valdez qui leur fonce dessus, ils vont peut-être réfléchir à 2 fois Certes, avant mais Si t'as Bogdan, il te flingue les 3. Bogdan, il est monstrueux, je te jure. J'ai perdu tellement de Kintor à cause de lui qu'il a bousillé l'écosystème de Kintoréal, je te promets. les hantises de chacun sont visiblement pas les mêmes. Il a orphelin un nombre incalculable d'enfants Kintor, il a brisé des destins, il a tué des maris, des frères, tout ce que tu veux. Bogdan est une monstruosité. c'est pas faux. Mais ouais, non, mais c'est intéressant à imaginer. Alors, c'est vrai qu'on peut avoir l'image que les Kintors, c'est vrai qu'on peut jouer en mode décérébré. Oh oui. Clairement. C'est largement faisable. Tu veux initier quelqu'un qui n'a pas l'habitude de jouer en subtilité, tu lui balances des Kintors, il va s'amuser. Il est content. C'est un peu comme si tu balançais des orques, tu vois. Faut pas réfléchir, faut taper dans le tas. Ouais. Ça se fait assez bien. Après, c'est vrai que essayer de faire une liste subtile, c'est faisable. C'est pas ce qui est le plus simple au premier abord, mais c'est faisable. Et tu peux surprendre l'adversaire, comme tu disais, en mettant une Mae, un milieu. Enfin, tu peux faire des trucs un petit peu tordus avec les Kintors. On n'en a pas tellement parlé, mais parce que c'est pas des listes qui sortent beaucoup. Et puis elles sont propres à chaque personne. C'est-à-dire que moi j'aime mettre des trucs tordus parce que j'aime jouer comme ça. Et c'est vrai que si t'as une personne qui est pas dans la subtilité du truc, c'est pas la peine, quoi. Je veux dire, il y a des listes que moi je vais sortir, je vais les gagner parce que je connais aussi mes adversaires. Ça c'est pratique. C'est quand même pas mal. C'est pas le cas. Enfin, je veux dire, cette liste-là, elle sortira contre quelqu'un d'autre ou quelqu'un d'autre prendra la même liste. Il va se faire rouler dessus. Voilà, très longtemps, Graziella, je l'aimais pas parce que ça faisait tuer du premier coup. Enfin, il a fallu que je trouve des subtilités avec Graziella, par exemple, pour la jouer. Et voilà. Mais ça se fait. Franchement, ça se fait. Eh bien, bah, du coup, merci pour vos avis éclairés sur les Kintors. Alors, du coup, la question. Guillaume, ta figurine préférée chez les Kintors? Comme ça laisse à Yanis un peu de temps pour réfléchir. Eh ben, une de mes premières, je dirais Visconti ou El Sabio, quasi à égalité. Au niveau de la figurine ou au niveau du profil? Un affectif particulier. J'aime la posture de Visconti. Quelque chose que... Bon, on fait un tout petit peu d'escrime, j'adore. C'est quelque chose, voilà, derrière. Et je veux dire, El Sabio, c'est le côté alchimiste fou qui balance ses fioles. Ça me fait tellement triper. Voilà. Et Yanis, du coup? Alors moi j'ai un petit top 3. Je pense que mon préféré restera à jamais le Capitaine Scorbut. Pour la simple et bonne raison que c'est le Kintor, il est génial. Au niveau de l'histoire, il est génial. Au niveau de la figurine, il perd pas de son charme. Au niveau du profil, je l'aime beaucoup. Puis c'est une des premières figurines que j'ai peintes, donc même si je l'ai racheté pour le repeindre mieux, donc forcément, enfin voilà, il me fait délirer. Mon deuxième, ce sera Pablo Cortés. Même chose, valeur sentimentale. Avec du recul, la figurine est pas monstrueusement bien taillée, c'était les débuts de TGCM, c'est pas aussi un peu disgracieux qu'un tulipe, mais bon, voilà, pareil pour Pablo Cortés, et pas forcément la troisième Cochinero, mais ça c'est même pas discutable. Je suis assez d'accord pour Cochinero, même si... c'est la vie. Mais ouais, c'est ça, c'est le gras, c'est la vie, Cochinero, c'est la mort de tous les autres à part lui. Ah mais c'est une des figurines les plus incroyables de chez TGCM. Moi j'ai beaucoup de joueurs que je connais qui n'aiment pas Force Whiskers, mais Cochinero, il fait l'unanimité, mais c'est violent. Mais c'est normal, c'est un cuisinier, on n'a pas de cochon cuisinier. Ouais. Et d'ailleurs, c'est la prochaine figurine qui est recrutée dans ma compo de campagne. Parce que, ouais. Pareil, il fait de ses bonus en campagne, lui. Oui, ça, ce sera... Ça, je pense que je vais aborder une fois un Tactica un peu plus ciblé campagne, histoire de voir, mais... Oui, effectivement, il a pas mal de trucs très intéressants. Bah, messieurs, je vous remercie.
est une erreur. Oh. On mettra ça en gros et en rouge sur le truc. Cochinero est une erreur. Et Enfin, Cucinero, une bonne erreur. Ouais, mais c'est une erreur qui gagne, c'est ça le pire. Oh oui, oh oui. Ah ben, merci pour vos avis éclairés sur les diverses listes. Évidemment, si vous avez quoi que ce soit à dire, un commentaire ou toute autre forme de remontrance sur nos intervenants qui sont manifestement pro porc et saucisson, vous pouvez utiliser les moyens habituels, hein, le forum de TGCM, le Facebook de Briscard, sous la vidéo. Tout ça sera est à votre disposition pour laisser un mot, ou alors même balancer une compo dont on n'aura pas parlé et que vous voulez un petit peu une analyse dessus ou quoi que ce soit, ou la partager tout simplement. Vous pouvez laisser tout ça au même endroit. D'ici à la prochaine, que les dés soient avec vous, et messieurs, merci beaucoup pour votre participation. Merci à toi, et à bientôt. Gros bisous.